Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Darktable. Aujourd'hui un format un petit peu particulier puisque nous n'allons pas rentrer dans le logiciel, nous allons simplement aborder deux points. Le premier, c'est quel est le positionnement de Darktable d'après moi dans l'environnement logiciel. Et le deuxième point sera consacré à l'ordre idéal de traitement d'une photo. L'ordre des modules ou des différents outils, de telle façon à être le plus productif possible. Voilà, on se retrouve tout de suite après la petite intro. Donc, pour commencer, Darktable, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je me suis posé cette question et pourquoi je souhaite partager un petit peu mes réflexions avec vous à ce sujet, c'est parce que j'ai lu et entendu pas mal de choses ces derniers temps, notamment par exemple quelque chose qui m'a un petit peu fait réagir, à savoir Darktable n'est pas un concurrent de Lightroom. Ah, bon, d'accord. Quand même, moi, si vous voulez, comme pas mal de gens je pense, j'ai quitté Lightroom pour utiliser Darktable. C'est pas un concurrent de Lightroom. C'est moche, parce que je fais à peu près la même chose avec. Bon. Alors, ça m'a tellement interpellé cette histoire que, du coup, j'ai essayé de remettre ça dans un contexte différent. Prenons un exemple, si vous le voulez bien, et comparons ces deux choses. Alors, est-ce que la voiture de gauche est comparable et concurrente à la voiture de droite? De prime abord comme ça, on pourrait dire non. Et on n'aurait certainement pas tort, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes performances, c'est pas la même aura de marque, tout se discute. Mais si je rajoute quelques éléments dans cette équation, et notamment si je contextualise un petit peu le truc. Comment je vais contextualiser ? D'abord, dans un premier temps, en me posant un cahier des charges. Et mon cahier des charges, ça va être de se déplacer de Concarneau à Aubusson quand on est deux adultes, un enfant et qu'on a quelques bagages. Et puis, je vais aussi mettre d'autres alternatives. Un vélo, un Airbus. Et là, finalement, ma 208 est une concurrente de ma Porsche 911 face à un vélo ou à un avion pour aller de Concarneau à Aubusson quand on est deux adultes, un enfant et qu'on a quelques bagages et que surtout on sait que ni à Concarneau ni à Aubusson, il n'y a de piste pour se poser. Donc au final, oui, ma voiture 208 est comparable à ma Porsche 911. Et elles sont concurrentes. Elles sont concurrentes à cause de l'usage, à cause du contexte et par rapport à quoi je compare. On est d'accord ? Donc voilà, c'était un peu ça. Et l'idée pour moi, c'est qu'aujourd'hui, Darktable, on peut considérer que c'est soit la Porsche, soit la Peugeot et que Lightroom est l'autre. Mais au final, si je contextualise et pour l'usage, à savoir traiter rapidement avec, on va dire, une notion de productivité, un gros lot de photos brutes issues d'un appareil photo numérique, ce sont deux solutions concurrentes, n'en déplaise à certains. C'est comme ça, c'est la vérité. Et là, vous en avez une démonstration. Et je vais même aller un petit peu plus loin dans mon exemple, et vous verrez plus tard dans cette présentation qu'il y a un autre parallèle entre Lightroom et Darktable, c'est le nom. Et ici, dans mon exemple, entre ma Peugeot et ma Porsche, il y a aussi un moment d'histoire qui fait que la 911 s'appelle 911 à cause de Peugeot. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais au départ, elle s'appelait la 901. Ce que je vous montre là, c'est tiré du site internet de Porsche eux-mêmes. Donc comme ça, c'est pas du Wikipédia non vérifié, c'est Porsche. Donc 901 sorti en 1964, ils ont fait 82 exemplaires qui s'appelaient 901 et ils ont été obligés de la rebaptiser 911 parce que Peugeot avait déposé tous les chiffres, tous les nombres à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Voilà, et donc 901, ça rentrait dans les protections Peugeot. Résultat des courses, ils sont passés à 911. Donc vous voyez que là aussi, ma petite Peugeot, par rapport à Porsche,
il y a des interactions, il y a des choses historiques, et de dire que les deux sont complètement déliés, n'ont rien à voir et sont dans comme s'ils venaient d'une autre planète, c'est complètement hallucinant et déconnant. Je suis désolé. Là, on a l'exemple dans le monde automobile. Mais on va revenir dans notre monde de la photo, puisque là, c'était juste un petit aparté. Reprenons un peu l'histoire de la photo. En 86, Kodak a développé le premier capteur CCD de plus d'1 million de pixels. Il faisait exactement 1,3 million de pixels. Et à partir de ce moment-là, donc on est dans la fin des années 80, on rentre dans les années 90, on va avoir cette intégration de plus en plus massive de capteurs, d'abord CCD, ensuite CMOS, à l'intérieur de boîtiers anciennement argentiques qui deviennent du coup des boîtiers numériques, et puis ce marché des appareils photo numériques va exploser à tel point que on connaît la suite de l'histoire, c'est que l'argentique est quasiment mort. En 1990, Adobe sort un logiciel qui s'appelle Photoshop, qui propose dans un premier temps que pour Mac. En 92, ils vont proposer la version pour Windows. Ce logiciel-là a pour vocation de traiter des fichiers qui soient issus d'appareils photo numériques ou qui proviennent de toute autre source. On peut aussi dessiner avec, on peut faire de la peinture numérique, on peut faire plein de choses. Ça marche bien, c'est un bon outil. Dès le départ, il prend effectivement une belle aura. Dans les début des années 2000, Photoshop est déjà posé comme la référence pour le traitement des images, le traitement numérique des images. Mais il y a des gens qui sont pas contents et qui râlent parce que pour eux, ce truc-là, c'est bien gentil, ça permet de faire plein de trucs, mais ça prend un temps fou, et du temps, justement, ils en ont pas. Vous avez deviné de qui je parle ? Bah ouais, c'est eux, des photographes de mariage. Ces gens-là, quand ils sont en pleine saison, ils peuvent avoir un mariage tous les week-ends. Ils peuvent avoir même en cours de semaine des shootings à faire avec des mariés qui veulent faire des photos avant ou après mariage dans les tenues avec des amis qui étaient pas là, etc., etc. Et ils vont avoir généralement assez peu de temps pour remettre leurs travaux à leurs clients. Donc eux, un logiciel où on peut perdre jusqu'à 1 heure pour traiter une seule image, ça les intéresse un peu moyen. Même si on peut aller très loin, même si on peut aller dans la perfection du traitement, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une bonne photo, pas une extraordinairement excellente photo, mais une bonne photo, vite traitée et vite remise. Voilà. Et ça, bien dans ce qui est proposé par Adobe, il n'y a pas. C'est pourquoi, en 2002, Adobe sort Lightroom. Et Lightroom, sa vocation première, c'est bien ça, c'est de répondre à cette demande de ces gens-là, des photographes de mariage. En 2006, ils font un pas de plus, ils rachètent Pixmantech, qui à l'époque avait un logiciel qui s'appelait RAW Shooter, et ils intègrent tous les algorithmes de RAW Shooter dans Lightroom. Et là, c'est vraiment la marche en avant, parce que qualitativement, autant entre 2002 et 2006, c'était moyen ce qu'ils proposaient, autant à partir de 2006, ils s'appuient vraiment sur un bon dérotiseur et ils ont quelque chose qui devient réellement performant. Et donc, entre 2006 et on va dire le début des années 2010, Lightroom se positionne réellement comme le leader du marché sur cette application-là. Le leitmotiv qui drive à peu près tout ce qui a été fait dans Lightroom, c'est améliorer, augmenter la productivité du photographe. Moins de temps derrière l'écran, plus de temps à faire des shoots, être capable de remettre à ses clients des shoots quali le plus rapidement possible. Voilà le thème. Comment ? En mettant en place des outils qui aident à être plus productif. La liste qui est ici est non exhaustive, non classée. Je le dis, c'est au cas où. Donc, synchronisation des développements. Alors ça, oui, forcément, on a une balance des blancs foirés, on peut la corriger sur une photo, on l'applique à la volée sur 100, 400 photos, aucun problème. On classe, on trie, on recherche des photos, même quand on a des quantités folles. On peut créer des collections pour isoler les photos par client, etc., etc. On peut faire des présentations pour leur montrer, faire des aides au choix, etc. Des copies
outils virtuels, les presets qu'on peut créer facilement et qu'on peut appliquer tout aussi facilement à la volée sur des photos, pour avoir aussi un cachet et un style qui soit propre au photographe sur ces images. Une interface qui globalement est allégée par rapport à celle que peut proposer Photoshop en présentant tous les outils dans une seule fenêtre, certes avec un principe d'ascenseur, mais pour autant vous avez tout à un seul endroit, vous n'êtes pas obligé normalement de monter dans des menus, d'aller à gauche chercher des outils qui se déplient avec des options, etc., etc. Là vous avez globalement tout qui se joue avec des réglettes et un principe d'ascenseur pour sauter de module en module. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on a quelque chose qui est là pour être efficace, pour donner du rendement à des photographes qui doivent faire du volume, tout en gardant quand même cette notion de qualité la meilleure possible. On revient dans notre histoire. Donc 2006, le rachat de Pixmantech. 2009, Darktable arrive. Et il est initialement créé par deux personnes, monsieur Henrik Andersson et monsieur Johannes Annika. Voilà. Bien sûr, après, plein d'autres se sont joints à eux. Comme tout logiciel open source, la communauté des co-développeurs ne cesse de s'agrandir. Et ça fait que c'est un logiciel qui est très vivant et qui se développe beaucoup. Et encore là, récemment, on le voit bien, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas forcément un mal. Je reviens à mon thème de départ qui était de dire, est-ce que Darktable est un concurrent de Lightroom? Et je reprends mon analogie automobile où je vous disais, si la 911 s'appelle comme ça, c'est bien à cause de Peugeot. Donc il y a des liens un peu quand même. Et aussi, moi je suppose que si Darktable s'appelle comme ça, c'est bien à cause de Lightroom. Puisque si on regarde en anglais, la table lumineuse et la chambre noire, ce sont respectivement les mots Lighttable et Darkroom, et que Lightroom est le début d'un mot et la fin de l'autre, et que Darktable est juste l'inverse. Est-ce que c'est un hasard? Il faudra demander à Anderson et Annika, mais moi ça me paraît pas être tout à fait le fruit du hasard, et quand on décide de nommer son logiciel de cette façon-là, il y a quand même une position qui est prise et qui est montrée. Ça, c'est le premier point. Mais on va pas s'arrêter au nom. Regardons un petit peu aussi juste les logiciels. Là, je vous ai mis deux copies d'écran, Lightroom 3 à gauche et Darktable 2 à droite. Vous avez des similitudes? Pour des logiciels qui sont censés pas être concurrents l'un à l'autre ou qui ne devraient pas être placés l'un face à l'autre, j'ai du mal, honnêtement, à rester dans cette logique-là. Pour moi, voilà, on a affaire à deux logiciels qui ont des approches différentes pour régler certaines choses, mais qui, au global, ont pour moi la même vocation, à savoir trier, classer, rechercher, traiter, développer des photos en RAW et de la manière la plus efficace et la plus productive possible. Et je pense que si on se tient à ça, on est dans les fondamentaux de l'un et de l'autre. On peut quitter aujourd'hui Lightroom, adopter Darktable et ne pas y perdre et continuer à faire ce que l'on faisait avant avec Lightroom, à savoir développer de manière efficace un grand nombre de photos. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je pense que c'était important quand même de refaire un point là-dessus. Après, je sais qu'il y a des gens qui voient ça différemment, mais pour moi, s'il s'agit de perdre une demi-heure sur une photo pour la traiter aux petits oignons, c'est plus Darktable que j'ai envie d'utiliser pour faire ça. J'irai ou sur Photoshop, ou sur GIMP, ou sur Affinity. Mais je vais pas me tromper d'outil. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à ce petit aparté, ou cette petite mise au point, et avec un petit peu d'histoire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé surtout. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez entièrement le droit. Vous pouvez aussi commenter ça dans les commentaires en bas. Tout ce que je vous demanderai, c'est du respect. Il y en aura de ma part. J'en attends pas moins de vous. Voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ok.
Alors maintenant, on va rentrer dans le deuxième chapitre de cette vidéo et on va parler de ce que moi je pense être un bon ordre pour traiter ces images. L'idée ici, c'est c'est toujours de retrouver cette notion de productivité dont on parlait tout à l'heure, et qui est quand même l'élément moteur de ces logiciels-là, que ce soit Lightroom ou Darktable. Et donc dans ce même esprit, pour être productif, on va éviter, par exemple, de revenir sur nos pas dans notre process de développement. J'ai établi un petit document qui a vocation à servir de pense-bête pour remettre un peu à plat ce qui devrait être, à mes yeux, un bon ordre pour traiter ces images. Ce document, je l'avais réalisé tout début 2021, en janvier. Un peu plus tard, j'ai vu une vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est un monsieur qui s'appelle James Popsis qui a fait aussi une vidéo. Alors lui, il était typiquement dans l'utilisation de Lightroom, mais il expliquait ce qui était d'après lui le bon ordre pour traiter ces images. À peu de choses près, on se retrouve tous les deux. La seule différence notable, c'est que lui, la correction de tâches que moi j'ai intégré dans le point 6, il le met tout au début de son process. Ok, bon. Moi je le laisse plutôt à la fin. Après c'est affaire de goût. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au départ, ce process, je l'ai rédigé plutôt dans une optique utilisation avec Lightroom qu'avec Darktable. Ça s'applique de la même manière. La seule différence, c'est que le point numéro 7, réduction de bruit, sur Darktable, on peut se permettre, comme je l'avais montré dans la vidéo de configuration, de traiter le bruit de profil RAW dès le départ, même à l'import de la photo, de le mettre en place de manière systématique comme la correction d'objectif. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas noté, moi, un ralentissement ou une perturbation de la puissance de calcul de ma machine en faisant ça. Alors que la même machine avec Lightroom, si vous faites de la réduction de bruit en amont de process, je peux vous garantir qu'après, votre machine, elle galère, elle rame, c'est juste horrible. Alors, reprenons la liste depuis le début. Le premier truc à faire, c'est corriger les objectifs. Alors, corriger les objectifs, encore une fois avec Darktable, c'est du gâteau, puisque on peut directement, et je vous renvoie de nouveau vers cette vidéo de configuration de Darktable, on peut paramétrer en fait de telle façon à ce que dès l'import, quand on va rentrer une photo dans notre table lumineuse, eh bien tout simplement après, quand on passera dans la chambre noire, vous verrez que les corrections seront déjà appliquées et donc vous avez plus besoin de vous casser la tête là-dessus. Donc l'étape 1 finalement, il suffit de la programmer et puis elle se fait toute seule et vous n'avez même pas besoin d'y penser. L'étape 2, elle est importante, recadrer son image. Alors, recadrer, évidemment, aussi réajuster l'horizon si besoin y a. Mais pourquoi recadrer ? Tout simplement parce que ce serait idiot de perdre du temps à corriger des défauts d'image. Alors ça peut être des défauts d'exposition, ça peut être un défaut de balance des blancs partiels, c'est-à-dire que vous avez une image qui est éclairée sur votre gauche par une source lumineuse qui présente une certaine couleur de température et sur la droite de l'image par une autre, et au final ce qui vous intéresse c'est que la partie la plus à droite de l'image. Donc à quoi ça sert de se casser la tête, de corriger la dominante de couleur amenée par la lumière de gauche, alors que finalement rien de ce qu'on conservera ne sera concerné par cet éclairage-là. Un autre exemple, pourquoi s'embêter à enlever des taches de capteurs dans le ciel alors que peut-être ce morceau de ciel ne restera pas sur votre photo finale. Étape numéro 3, la balance des blancs. Alors ça c'est très clair, on la corrige dès le départ. Inutile de corriger de la colorimétrie après si on n'a pas fait de correction de balance des blancs, parce que vous faussez tout quoi. Alors vous avez corrigé un vert et puis après vous allez recorriger votre balance des blancs globale et ça va de nouveau tout shifter. Donc inutile. Qu'on fait ça,
tout de suite au début. Ensuite, on rentre dans les paramètres d'exposition, l'expo générale, le point blanc, le point noir, la récupération des hautes lumières et des ombres, les niveaux de contraste, et puis au fur et à mesure, on rentre dans du détail, saturation, vibrance au niveau des couleurs. Le TSL, on commence déjà à toucher maintenant une gamme de couleurs bien particulière dans TSL, on peut faire de l'étalonnage, etc. Et puis après, derrière, on va rentrer vraiment dans du plus détaillé, on va commencer à zoomer sur son image. Jusque-là, normalement, on pouvait s'en sortir en ayant la vision ajustée à l'écran de notre image. Quand on commence à rentrer dans les traitements localisés, on va zoomer. Et puis on va zoomer encore plus si on veut faire de l'accentuation de détail pour vraiment voir ce qu'on est en train de faire. Réduction de bruit si on veut rajouter des choses ou si on veut changer le bruit de profil RAW parce qu'il n'est pas suffisant ou pas assez performant pour l'image qu'on a, ben à ce moment-là on le fera. Et puis en point 8, on va redézoomer probablement pour reprendre notre image dans sa vue globale et on va décider d'un vignettage, d'un filigrane, éventuellement appliquer un cadre, du grain numérique, etc., etc. Et on a fini. Et là, logiquement, si on est allé dans ce sens-là, premièrement, on devrait quasiment éviter le retour en arrière. On n'est pas à l'étape 5 et on revient à l'étape 3, par exemple. Et on devrait aussi limiter, autant se faire que peu, de jouer avec son zoom constamment. Je zoome dans l'image, je dézoome, je me remets en vue plein écran, et je redescends et je reviens. Ça aussi, logiquement, avec cet ordre-là, tant qu'on traite l'image dans sa globalité, on la regarde dans sa globalité, et puis quand on va dans les détails, forcément on zoome sur les détails pour bien voir ce qu'on est en train de faire, et puis on revient à la fin pour revoir toute l'image. Et l'un dans l'autre, en faisant ça, vous êtes logiquement pas si mal que ça. Après, si vous utilisez des styles, ou des presets, des pré-réglages, l'idée c'est quand même d'appliquer 1, 2, 3, 4 et à partir de 4 normalement, 5 peut être optionnel ou pas, c'est là qu'on va appliquer les pré-réglages et puis on reprend du 6, du 7 et du 8 pour faire des finitions le cas échéant. Voilà un petit peu le principe. Ce document que je vous présente là, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous le télécharger. Il est en format PDF, vous en faites ce que vous voulez, c'est cadeau. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs aussi au passage. Je reste à votre disposition avec la zone des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui va revenir sur un cycle plus classique. On retournera dans Darktable et on fera des manipulations avec le logiciel. Allez, je vous dis à très bientôt.